Bonjour à tous. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce webinaire. On va attendre que les nouveaux arrivants arrivent. Pendant ce temps-là, moi, je vais d'abord me présenter puisque vous m'avez sûrement jamais vue. Je suis la petite nouvelle de Smart Testing. Je m'appelle Amélie Barthaud, je suis chargée de marketing digital chez Smart Testing. Donc évidemment, ce n'est pas moi qui vais faire le webinaire, c'est ma collègue Élodie, que vous connaissez sûrement plus. Donc Élodie Bernard, qui est PM chez nous et CSM également. Le webinaire s'appelle Booster votre activité de test, le test design au service de l'agilité. On commencera d'ici 2-3 minutes. Je vais vous expliquer également le déroulement de ce webinaire. Donc, ce sera pareil que les précédents. En bas, vous avez le chat à droite. Donc ici, ce sera pour l'aspect plutôt technique, si vous avez des questions. Et pour les questions qui sont vraiment en lien avec le fond, avec ce qu'Élodie raconte, ce sera donc dans la partie questions qui est juste à côté. Les questions, elles se feront à la fin. C'est moi qui les lirai. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation d'Élodie. Mais voilà, on les traitera à la fin. Alors, je vois quelle est la durée du webinaire. Ce sera environ 1 heure. On va dire 45 minutes, c'est-à-dire autour de 30 minutes sur la présentation pure et prendre 15 minutes pour des questions-réponses. Sachant que je peux être bavarde et prendre un peu votre temps de questions-réponses. Et évidemment, le webinaire sera en replay si vous ne pouvez pas rester tout au long du webinaire. Il sera disponible en replay. Les gens arrivent de plus en plus, c'est bien. On va pouvoir pas tarder à commencer. Aussi, à la fin du webinaire, vous aurez un petit questionnaire de seulement 2 questions. Ça nous permettra de savoir si vous avez aimé le webinaire, mais aussi d'avoir des suggestions, que ce soit en termes de contenu ou aussi en termes de logistique. Est-ce que le jour vous convient, l'horaire vous convient? Voilà, ça peut nous aider à organiser des webinaires plus pertinents par la suite. Je pense, Élodie, que tu vas pouvoir Oui, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je pense que pas l'introduction tarder. fera arriver les Les derniers derniers retardataires. arrivants, c'est ça. C'est ça. Eh bien, allez, je vais commencer un petit peu à vous parler donc de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, si on est présent, c'est pour que je vous parle de comment booster vos activités de test. Et comment est-ce qu'on va les booster? Avec du test design. L'idée étant vraiment de s'intégrer dans le processus agile dans lequel vous travaillez sans doute aujourd'hui. Donc, avant de commencer vraiment à vous parler de ce webinaire, je vais vous parler un petit peu de nous, de Smart Testing. Donc nous, il faut savoir qu'on est un éditeur de logiciels, on produit différentes solutions et différents produits innovants autour de la conception et de l'automatisation et la maintenance des tests fonctionnels. L'idée étant vraiment de s'inscrire dans l'ère du digital et répondre à vos problématiques dans vos contextes agiles. D'un point de vue expertise, on va avoir 2 produits. Donc Yest, qui est vraiment un outil côté Shift Left, qui va arriver vraiment pour la partie conception et implémentation des tests, et Gravity, qui lui est plutôt un outil Shift Right, qui va arriver
une fois que vos diverses applications sont en production. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre site web si vous voulez avoir plus de détails sur Gravity. D'un point de vue expertise, on est vraiment autour de la recherche et de l'expertise en intelligence artificielle. On a été lauréat de différents concours. On est aussi expert de model-based testing, c'est aussi pour ça que je viens vous parler aujourd'hui. Et on a toujours à cœur de se tenir à jour sur ce qui existe dans l'ISTQB, dans le domaine du test, pour toujours proposer des produits qui sont en accord avec les tendances du marché et qui sont en rapport avec les problématiques rencontrées aujourd'hui par les différents acteurs du test. Donc voilà un petit peu pour vous situer ce que fait Smart Testing et quel est son ADN. Maintenant, je vais vous parler du sujet du jour. Donc, vu que nous sommes en septembre, on va retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Donc, si on suit l'ISTQB, si on parle des activités de test, le processus de test se compose de différentes activités. Tout d'abord, la planification des tests, ensuite le suivi, le contrôle et l'analyse des tests. Une fois que toute cette partie, on va dire planification, préparation est réalisée, on va pouvoir faire la conception des tests et leur implémentation. Et on va finir par la partie exécution et clôture avec tout ce qui est mis en place des rapports, etc., le bilan. Et peu importe si vous êtes en agile ou si vous êtes en cycle en V, on va avoir ce cycle qui va se reproduire de manière plus ou moins régulière et plus ou moins rapide selon vos modes de développement. L'idée étant qu'on est plutôt sur un équilibre entre ces différentes phases. En tout cas, c'est ce qu'on vise à atteindre. Malheureusement, le constat qu'on établit aujourd'hui, c'est que la phase la plus critique et la plus prise en compte aujourd'hui dans les entreprises, c'est la partie exécution et clôture des tests. Surtout la partie exécution. Alors pourquoi? Parce que c'est le moment où on va dire, pas perdre du temps, mais passer beaucoup de temps à faire l'exécution, à avoir du rework à faire. C'est-à-dire, un testeur va effectuer des tests, va relever des défauts, va les remonter aux équipes de dev, les devs vont les corriger, redéployer une version, les testeurs retestent, etc. Et on a un peu une sorte de boucle infinie et de temps qui va être perdu sur cette phase d'exécution du fait que éventuellement certaines étapes n'ont pas été correctement, de manière optimisée, réalisées avant. Ces activités, quelles sont-elles? Eh ben, c'est la partie conception de test. C'est-à-dire, on perçoit encore aujourd'hui trop mal les enjeux de la phase de conception des tests. C'est-à-dire, sans une conception des tests organisée pour bien veiller à couvrir les exigences, à produire des tests pertinents, maîtriser la couverture, eh bien, on prend le risque de mettre en danger cette partie exécution et donc d'y passer plus de temps que ce qu'on devrait. Et finalement, qu'elle ne soit pas, on va dire, efficace pour maintenir un cycle agile et des activités de test optimales. Donc nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait mettre en valeur, cet aspect conception de test finalement qui est délaissé, pas délaissé dans le sens non réalisé, mais du moins pas fait de manière optimale pour garantir un bon processus de test et des bonnes activités de test. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de donner un coup de boost à ces activités de test en redonnant à la conception de test toute son importance, et cela à travers des techniques. Parce qu'il y a des techniques qui existent aujourd'hui pour optimiser la conception des tests et donc la revaloriser et donc permettre un cycle de développement qui se déroule bien. Donc, je vous en parlerai dans la suite de cette présentation. Ça va être le test design, ça va être le model-based testing. Mais avant cela, je vais vous présenter déjà ce qu'est les activités de test. De base, la conception des tests, pour vous resituer un petit peu le contexte. Alors attention, je vais peut-être enfoncer un peu des portes ouvertes. La conception des tests, qu'est-ce que c'est? Donc, ça consiste à écrire des cas de test. Jusque-là, pas de grande surprise. Un cas de test, qu'est-ce que c'est? C'est une suite d'actions et de résultats attendus. Donc là, à l'écran, vous avez un exemple de cas de test très basique, dont l'objectif est de vérifier qu'on peut modifier son nom dans son profil sur une application. Donc, il faut déjà qu'on se connecte à une application, qu'on accède à mon profil, et ensuite, on va faire notre modification. On a une suite d'actions et de résultats attendus, donc rien de bien compliqué ici. Dans les faits, la réalisation de ces cas de test, les techniques, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Dans le sens où, peu importe les outils que vous allez utiliser, les techniques de conception de test, elles vont rester similaires.
C'est-à-dire, vous allez ouvrir votre Squash, votre HPLM, votre X-Ray, votre Excel, peu importe, et vous allez dire, bah, je vais créer un nouveau cas de test et je vais écrire la suite des actions et des résultats attendus. Alors, effectivement, chaque outil a ses particularités et sa manière de faire, offre plus ou moins des fonctionnalités qui vont être différentes en termes de liaison avec des exigences ou autres, mais vraiment, si on prend la partie pure conception de test, eh bien, on clique sur un petit bouton pour dire je crée un test et à la main, finalement, on va écrire cette suite d'actions et de résultats attendus. Ce qui peut être un petit peu frustrant quand on doit réaliser des tests. Donc, finalement, quel constat on on a, rencontré par rapport à ces techniques? Quelles sont les forces et les faiblesses? Ah déjà, la conception de test, en soi, parmi ses forces, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas besoin d'outillage. C'est-à-dire même si précédemment, j'ai dit voilà, il peut y avoir différents outillages, heu, en réalité, demain, vous pouvez très bien dire: «Bah, je vais prendre un bloc-notes» ou même je peux prendre une feuille, me faire une checklist, dire: «Bah là, je vais commencer à faire la recette de mon application et je vais me faire une liste de toutes les pages que je veux vérifier, toutes les fonctionnalités qu'il faut vérifier. Il faut que je vérifie la connexion, il faut que je vérifie que je peux toujours ajouter un article au panier» et cetera, et en soi, après, voilà, vous pouvez cocher vos petites cases et tout est bon. On peut dire aussi que c'est simple de construire un test, de prime abord. Simple pourquoi? Bah, en soi, il n'y a pas besoin de formation nécessaire pour concevoir un cas de test. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de formation pour travailler dans le monde du test. Des formations comme l'ISTQB, Fondation, permettent vraiment de s'imprégner de l'univers de la conception de test et des activités de test dans leur globalité, et donc ce sont des formations qui sont importantes. Par contre, si on concentre sur le focus conception de test, assez rapidement, on comprend le mécanisme de dire: «Je dois écrire une suite d'actions et de résultats attendus pour vérifier mon application». Par contre, il y a aussi des faiblesses par rapport à cette technique de conception de test comme on le connaît aujourd'hui. Tout d'abord, la maintenance des tests. Là, je ne vous parle pas en tant que smart testing, je vous parle en tant que l'expérience que j'ai eue durant mes dernières années quand j'ai fait de la conception de tests pour, différentes missions. Moi, j'ai vu beaucoup de clients qui avaient des référentiels de tests où finalement, au bout d'un moment, il y avait tellement de tests qu'on se disait: «Non mais là, je dois mettre à jour quelque chose dans mes tests. Je sais que c'est quelque part. Par contre, non, c'est le temps de les retrouver tous, ça va nous prendre un temps fou. On va plutôt en créer des nouveaux». Et ça, je ne l'ai pas entendu qu'une fois. Donc, c'est dommage d'en arriver à un stade où finalement on se dit: «Ben, on a produit finalement toute une base de connaissances de tests, mais finalement elle devient immaintenable, tout simplement parce qu'elle a grossi, elle s'est enrichie et aujourd'hui sa maintenance devient compliquée». Pourquoi? Bah, parce que les outils n'ont pas forcément des mécanismes pour aider à la maintenance de ces tests. De même pour la gestion de la couverture des exigences. Bien qu'il y ait aussi des mécanismes pour relier les exigences aux tests, ce n'est jamais simple quand on va concevoir un test de se dire: «D'accord, bon, bah, je dois couvrir telle user story, je fais un cas de test. Après, je vais couvrir une seconde user story, j'en fais un autre» et cetera. On va arriver à la 10e user story, on va se dire: «Bah mince, ce point-là, j'en ai quasiment déjà parlé dans d'autres tests. Ah mais oui, mais c'était lesquels?» Donc on va retrouver les tests qu'on a déjà créés et après on va manuellement aller chercher finalement quels sont les tests dans lesquels il faudrait qu'on intègre cette user story pour être cohérent. Et malheureusement, l'erreur est il y a de l'erreur humaine après dans ce processus, c'est qu'on ne peut pas être exhaustif et on ne peut pas repenser à tous les endroits et repenser à tracer la couverture de notre exigence dans tous nos cas de test. Donc, à un moment donné, il peut y avoir des trous dans la raquette. Ça va aussi avec le problème d'avoir une vision globale. Comme je vous l'expliquais, quand on va commencer à avoir des référentiels de tests qui sont très grands, même s'ils sont très bien organisés, c'est-à-dire par fonctionnalité, sous-dossier, sous-fonctionnalité, et cetera, au bout d'un moment, quand vous commencez à avoir un patrimoine de tests avec des milliers de tests, c'est très compliqué de finalement avoir une vision globale de ces tests. Ça, c'est un constat qui est avéré. Autre point, l'automatisation. Aujourd'hui, on peut dire qu'un testeur fonctionnel, je n'irai pas trop loin en disant qu'il peut être démuni quand il a automatisé un test. Car si demain, on demande à un testeur: «Est-ce que tu pourrais automatiser ce test-là?» Bon, déjà, le testeur va vous dire: «Je ne suis pas automaticien», mais même, c'est-à-dire, il a un cas de test manuel qu'il a conçu pour de l'exécution manuelle. Eh bien, quels sont les mécanismes qu'offrent aujourd'hui les outils pour aider à cette automatisation? Aujourd'hui, il n'y a pas de bouton magique pour dire: «Oui, automatise-moi ce test-là».
Alors attention, je dis bien, je suis d'accord, hein, il y a tous des outils low-code qui vont vous permettre de faciliter l'automatisation, mais moi je suis vraiment sur le passage d'un test manuel qui a été réfléchi, qui a en fonction d'objectifs de test, comment est-ce qu'on le transcrit vraiment simplement et en assurant tous les points que je cite, hein, la couverture, avoir une bonne vision globale, etc. Comment on automatise ce test-là? Bah pareil, il y a peu de mécanismes possibles. Donc c'est tout ce contexte en fait, ces différentes forces et faiblesses qui vont faire qu'aujourd'hui, ben, on a cette conception de test qui peut être un peu délaissée, qui peut être pas non mis de côté, mais par complexité, qui va être délaissée au profit de l'exécution, où finalement on se dit: «Bah, l'exécution, j'y vais, je vérifie que ça fonctionne et finalement tant pis pour toute cette partie en amont» et c'est ça qu'on va essayer de résoudre aujourd'hui. Alors comment? Eh bien, à travers du model-based testing, donc ce qu'on évoque comme test design. Donc, on va pareil commencer par des bases. Qu'est-ce que le model-based testing? Si vous devez retenir une seule chose sur le model-based testing, c'est une méthodologie, une technique qui va vous permettre de créer des modèles et ces modèles vont vous permettre de générer des scénarios de test. Concrètement, ces modèles, ils peuvent avoir diverses formes, hein. Ça peut être des diagrammes d'état, des graphes de décision, des spécifications formelles. Bref, je peux vous citer tout un ensemble de noms de techniques de modélisation et de langage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le model-based testing, donc le MBT, est en constante évolution. C'est ce que j'ai représenté un petit peu à l'écran, c'est-à-dire on a eu, et c'est ce que je vais vous présenter dans le slide suivant, tendance à voir évoluer ce MBT au fil des années mais sans changer la fibre de ce qu'est le MBT, création de modèles, génération des tests. Mais la grosse différence qu'il y a sur ces différentes années, et peut-être une chose qui va un petit peu stopper une fausse idée qu'on peut avoir sur le MBT, c'est que le MBT, il y a quelques années, était vraiment relié à des outils très complexes, très lourds, avec des langages de modélisation hyper techniques. Il fallait un bac 46 pour réussir à faire des modèles, parce que pour vérifier une fonctionnalité très simple, on était obligé de construire plusieurs modèles de différents points de vue, etc. Et finalement, des fois, pour vérifier des choses très simples. Donc, dans certains contextes, ça pouvait se justifier, mais dans d'autres, beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment l'image du MBT qui pouvait exister, alors que maintenant, on tend plutôt vraiment à une simplification. C'est-à-dire, il ne faut pas aujourd'hui voir le model-based testing comme une barrière en se disant: «Oh, je vais devoir faire des modèles hyper compliqués parce que mon métier est hyper compliqué». Non, c'est plutôt: «Mon métier est hyper compliqué, mais voici simplement comment je peux le représenter» et c'est vraiment l'objectif du model-based testing aujourd'hui et c'est vraiment une autre manière de le voir. Donc ça, voilà, pour vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'est le model-based testing. Comme pour la conception de test traditionnelle, il va avoir ses forces et ses faiblesses. La force principale du MBT, c'est la génération des tests. Il y a une forme de magie dans le côté, on va faire un parcours et automatiquement à partir de ce parcours, on va générer des scénarios de test. Ça, c'est vraiment un point capital. Je vous montrerai après dans la démonstration comment ça fonctionne exactement. Mais ça permet vraiment de s'abstraire, de la gestion de la couverture des exigences. Pourquoi? Parce que vous faites votre modèle. Dans votre modèle, vous taguez, vous d'une manière ou d'une autre, vous renseignez les endroits où vous couvrez vos exigences et c'est lorsque vous allez générer vos tests qu'automatiquement, les tests qui vont être générés, ils vont couvrir vos exigences. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question de: «Oui, mais par contre, l'exigence, je me suis rendu compte qu'elle intervenait finalement un petit peu avant telle autre. Ah, puis j'ai rajouté un cas» et cetera. Non, il y a plus besoin de gérer un petit peu cette multiplicité de reports de l'exigence comme je vous l'évoquais précédemment. Là, voilà, c'est le modèle qui porte ça et c'est lui qui gère ça pour vous. Et donc, de ce fait, le fait d'avoir des modélisations, ça vous permet vraiment d'avoir une vision globale des tests. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans cette vue arborescence dans laquelle on va se perdre. Non, on est plutôt sur une vision haut niveau. Euh, Vous connaissez l'adage, hein, un dessin vaut mieux qu'un mot discours. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire, on n'est pas en train de se dire, j'ai une spec qui regroupe 100 exigences pour traiter l'ajout d'un article au panier parce qu'il y a plein de règles spécifiques. Non, on a un schéma simple qui permet d'expliquer les différentes étapes qui vont nous permettre de vérifier une fonctionnalité. Et montrer ce schéma, c'est plus parlant pour tout le monde que de dire ben, il y a 50 pages de spec ou il y a 50 user stories, va voir. Non, le parcours est vraiment là pour unifier. On l'abordera un petit peu plus tard. Par contre, il y a aussi des faiblesses. Ça, c'est évident. Déjà, un outillage est nécessaire. Là, je ne peux pas vous dire, prenez une feuille, prenez un crayon, faites un dessin,
et secouer la feuille pour générer des cas de test. C'est pas magique à ce point. Après, il est vrai que à partir d'un schéma, c'était les tout premiers principes avant que le modèle based testing existe, c'était de dire on va à la main faire un schéma et de ce schéma, on va produire des tests. Et après, il y a l'outillage qui est arrivé pour dire on va faire ça, une génération automatique. Donc voilà, il faut un outillage. De la formation, même si aujourd'hui les techniques et les outils se simplifient, ça demande quand même une gymnastique qui est différente. C'est-à-dire une gymnastique mentale qui va se dire non, c'est pas je veux faire mes 5 cas de tests parce que j'ai 5 US, parce qu'on peut avoir un peu ce genre de logique ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt quels sont mes objectifs de test? C'est-à-dire venir aux bases du test, se dire qu'est-ce qu'on veut tester? Et finalement faire le schéma correspondant. Et donc ça demande une logique. Donc de ce fait, il faut adopter de nouvelles méthodologies pour bien démarrer et bien utiliser au quotidien des outils avec du test design, avec du modèle based testing. Donc voilà, pour vous donner un petit peu, on va dire, je vous ai présenté les forces et les faiblesses de la conception de test, les forces et les faiblesses du modèle based testing. L'idée étant que l'apport du modèle based testing puisse améliorer la phase de conception et d'implémentation des tests pour justement booster nos activités de test. Donc, pour notre contexte, moi, je vais vous présenter le MBT donc, avec Yest, l'outil de chez Smart Testing, dont l'objectif est de faciliter donc, votre processus. Alors, Yest, qu'est-ce que c'est? Donc, Yest, c'est un outil de modèle based testing donc, qui vous permet de faire des schémas comme celui que vous voyez à l'écran. Donc là, on a un modèle qui nous permet de vérifier un devis pour une assurance automobile. C'est-à-dire qu'on va commencer par saisir les caractéristiques d'un véhicule. Si ce véhicule il a été trouvé, on va pouvoir continuer à faire notre devis en renseignant les données du conducteur. Donc là, on ne voit pas c'est caché, mais ça va être de dire quelle est son expérience, a-t-il du bonus ou du malus, par exemple. Ensuite, on va sélectionner un type d'assurance, donc typiquement hôtière ou tout risque, et on affichera un tarif. Voilà, ça, un processus d'assurance, ça peut être hyper complexe. D'un point de vue documentation, on peut facilement trouver une spec qui fait 100-200 pages pour finalement décrire, entre guillemets, juste un devis d'assurance. Là, à travers un schéma, on a résumé de manière très macro les différentes étapes et donc du coup, on gagne en visibilité donc sur notre processus. Et la manière dont ça fonctionne, c'est qu'une fois que vous avez construit vos différents blocs, ce qui se cache derrière les petits blocs bleus, eh bien, ce sont des tables de décision. Donc ces tables de décision, c'est là où j'explique qu'il y a une gymnastique mentale à adopter, c'est qu'on va définir les différents cas de test qu'on veut tester. Donc là, dans mon exemple, on peut voir dans la colonne la plus à droite, la colonne exigence, j'ai fait le lien vers une user story, qui est rechercher un véhicule. Mon user story, elle me dit quoi? Elle me dit que la recherche de véhicules, on aura 3 critères. On s'intéresse aux véhicules qui ont moins de 10 ans, plus de 10 ans et les nouveaux véhicules. Tout simplement parce que ça va entraîner des choix différents au niveau de la tarification. Donc moi, en tant que testeur, je sais déjà qu'il faudra que je produise au moins 3 tests. Un devis pour un véhicule qui a moins de 10 ans, plus de 10 ans et un nouveau véhicule. Et bien là, au lieu de se dire j'écris mes 3 tests, c'est dans une table, je traduis les 3-4 tests que j'ai à faire. Donc saisir une année mise en circulation, moins de 10 ans, plus de 10 ans et un nouveau véhicule. Et après, je passe à la suite. C'est-à-dire, si j'ai une user story après qui concerne le fait de renseigner les données du conducteur, pareil, je ferai ma petite table en disant quels sont les différents types de conducteurs que j'ai à vérifier. Et c'est l'outil qui va se débrouiller pour moi pour générer des cas de tests qui vont être cohérents. Donc, c'est ce qu'on voit dans la prochaine slide. C'est une fois qu'on a défini toute notre petite table, Yest est en capacité de générer des tests de manière incrémentale. Pourquoi incrémentale? Parce que comme vous le savez, en agile, à un moment donné, on peut établir un certain périmètre. Par exemple, au début du sprint, on s'est dit qu'on serait en capacité de faire toutes ces US qui sont à travers ce schéma et renseigner les données du conducteur, on allait le faire. Mais finalement, en cours de route, on s'est dit, non, finalement, ça passera pas, on verra pour un prochain sprint. En termes de conception manuelle, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous vous dites, mince, c'est ces tests-là qu'il faudra que je fasse évoluer plus tard, donc je fais quoi? Moi, éventuellement, j'ai déjà vu dans des contextes où on faisait un peu des cas de tests à trous et où on marquait prochain sprint entre parenthèses intégré et on décrivait un petit peu l'idée de ce qu'on avait pour la prochaine fois. Donc on se retrouvait lors de l'exécution ou alors on retrouvait une note quelque part dans un mail pour savoir qu'éventuellement au prochain sprint, il y aurait ci ou ça à faire. Que là, en fait, on n'est pas du tout dans cette logique de réfléchir à ce qui va exister, etc. Non, on fait notre parcours, on représente ce qu'on sait et si demain, il y a quelque chose de nouveau qui arrive,
on enlève 2 traits, on rajoute une petite boîte là où il faut, c'est-à-dire, soit, sélectionner le type d'assurance, s'il y a quelque chose de nouveau avant d'afficher le tarif, et ben, on rajoute une petite boîte, on régénère les tests ou on les met à jour et donc il n'y a pas de frein, on va dire, à gérer ces changements qu'on peut avoir, dans l'agile. Voilà, ça c'est vraiment un aspect important. Donc là, on est au stade où on a produit un parcours, on a généré des tests, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait de ces tests ensuite? Eh bien, un outil comme Yes vous permet de les exporter, nous on utilise le terme publier, vers différents outils de test management. C'est-à-dire, Yes, il faut bien le situer comme un outil pour la conception et l'implémentation de tests. Toute la partie exécution et clôture, ce sont des autres outils qui les prennent en charge, comme X-Ray, Squash, Excel, HPLM et d'autres, hein. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités d'export de Yes vers des outils de test management. Donc là, ici, on est sur du parti test manuel, mais c'est aussi vrai pour des tests automatisés. C'est-à-dire que quand dans Yest, vous allez avoir un cas de test donc automatisé, un cas de test manuel, pardon, vous allez pouvoir l'automatiser grâce à des techniques de keyword driven testing. C'est quoi le keyword driven testing? C'est de dire que vous allez créer une bibliothèque de fonctions, des fonctions pour dire je vais me connecter, des fonctions pour dire je vais entrer, hop, excusez-moi, j'ai un petit bug technique. Je vais entrer les caractéristiques de mon véhicule, etc. Et donc, ces fonctions, elles vont être créées soit par un automaticien, soit par un testeur fonctionnel s'il utilise des outils low-code. Et après, dans Liest, il va pouvoir relier chacune de ces actions de test à des mots-clés d'automatisation pour former un script qui sera exécutable. Et comme pour le test manuel, dans différents langages, que ce soit du Java, Selenium, du Python, du Robo Framework, du Cypress, etc. Et j'en passe. Donc voilà, il y a vraiment des mécanismes pour aider à l'automatisation. Autre aspect aussi, toujours dans l'idée d'améliorer et de mieux équilibrer nos activités de test, eh bien, on va avoir une app qui est gratuite, qui est Yes4Jira, qui est disponible dans le marketplace Atlassian, et elle donne accès à un nouveau type de tickets qui sont les Yes Workflow. C'est-à-dire la même manière que vous auriez un ticket User Story, Epix ou autre, là, vous avez un ticket Yes Workflow. Ce ticket Yes Workflow, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un modèle, c'est un schéma qu'on peut faire simplement avec 8 éléments. Et ce workflow, on va pouvoir les partager avec l'équipe agile au complet. C'est-à-dire, on n'est pas avec un testeur qui est en train de travailler dans un coin et qui, entre guillemets, ne partage ses tests qu'avec certaines personnes ou qu'avec ses collègues. Là, non, l'idée, c'est vraiment de dire, on va pouvoir un schéma qu'on va partager avec l'ensemble de l'équipe agile. Et c'est là qu'on va entrer dans les phases en amont, les phases en amont de la conception qu'on voyait dans notre processus au début. C'est-à-dire que, admettons que vous travaillez donc dans un environnement Jira, vous pouvez avoir donc à gauche votre backlog du produit avec vos différentes fonctionnalités. Ça pourrait être vrai aussi, hein, dans un mode plus cycle en V ou avec des itérations plus longues, hein, du semi-agile. Vous pouvez après faire des réunions des trois amigos, donc avec votre testeur, avec votre développeur, votre PO ou votre automaticien, pour discuter autour des fonctionnalités à développer pour un sprint. Donc on va représenter un schéma. Donc soit ça va être le testeur qui va le réaliser, soit ça va être une personne plutôt type métier, business analyst ou product owner. Une fois que ce schéma il va être validé donc dans ces phases de planning, dans ces phases de planification, ensuite le testeur va pouvoir passer à la phase de conception des tests, faire des revues avec le PO et les BA pour s'assurer que tout est OK, discuter avec les développeurs pour s'assurer que les tests bas niveau, donc les tests unitaires, pensent bien intégrer les bons tests à faire. Une fois que tout ça est déjà validé, c'est-à-dire on évite de vérifier tout ça trop tard, c'est-à-dire on évite d'arriver à la fin du sprint, lors de l'exécution, à se rendre compte que le testeur a pensé à un test que les développeurs n'ont pas pensé à faire et que assez bêtement finalement, heu, ça coûte plus on est loin dans le sprint, plus ça coûte cher, alors que ça aurait pu être vérifié en amont. Donc l'idée c'est vraiment ça, hein, c'est d'être dans le shift left, de faire du test au plus tôt, d'intégrer tout le monde pour éviter justement ces effets, tunnels et complexes en fin de sprint. Et donc, quand on a fini la phase de conception des tests, échange avec toute l'équipe, on publie nos tests, donc soit vers X-Ray ou vers un autre outil. Et pareil, on peut déjà aussi penser à l'automatisation et commencer à automatiser des IHM qui sont déjà disponibles, qui sont plutôt stables, pour que notre processus se déroule dans les meilleures conditions. Donc voilà pour vous situer un petit peu comment Yest s'intègre un petit peu dans toutes les phases des activités de test. Et pour répondre aussi
à une des faiblesses qui étaient évoquées sur la partie model-based testing, hein, la partie formation et méthodologie. Chez Smart Testing, on a compris cet enjeu. C'est pour ça qu'on a créé la Smart Testing Academy, qui est une plateforme en ligne pour découvrir Yest, hein, qui est accessible, qui dispose vraiment de 3 blocs, hein, c'est-à-dire la partie cours pour vraiment apprendre les fonctionnalités de l'outil. Donc ça, c'est vraiment purement comment j'utilise telle fonctionnalité. La partie O2 qui est plus orientée autour de la méthodologie et voir dans le détail comment j'utilise certaines fonctionnalités. Comment est-ce que j'utilise Yest avec Jira, comment est-ce que j'utilise Yest avec X-Ray, etc. Comment je travaille de manière collaborative avec Yest. Et une partie FAQ pour répondre un peu à toutes les questions qui peuvent vous venir sur l'outil. Le but étant vraiment d'accompagner nos utilisateurs dans leur usage. Et c'est aussi pour ça qu'on a chez Smart Testing des rôles de Customer Success Manager qui viennent en complément de la plateforme en ligne pour accompagner les personnes qui utilisent Yest. Donc voilà, pour vous donner une vision globale sur le test design et le model-based testing avec Yest. Et donc, je vais vous faire une démonstration rapide pour qu'on ait le temps ensuite de répondre aux différentes questions. Donc, de vous présenter Yest. Alors, hop. Donc là, ici, donc, je suis dans Yest. Donc, j'ai le parcours applicatif que je vous ai montré dans les différents slides. Donc ici, hein, comme je vous l'ai présenté, hein, le devis d'assurance automobile avec chaque bloc donc, qui se compose d'une table. Là, par exemple, la première étape, saisir les caractéristiques du véhicule, avec le lien vers une exigence que j'ai dans Jira qui est entrer les caractéristiques d'un véhicule. Et ainsi de suite, dans chacun de mes blocs, j'ai des tables. Et donc, c'est ce qui va me permettre donc, de générer des scénarios de test. Donc là, voici par exemple un scénario de test qui a été généré par Yest, donc qui couvre un cas nominal où on va entrer les caractéristiques d'un véhicule, les données du conducteur et sélectionner un type d'assurance. Donc là, on est vraiment sur la phase de conception. Et sur la phase d'implémentation, que je vous ai peu montré dans les slides, eh bien, on va pouvoir, une fois qu'on a produit ces tests plus haut niveau, hein, en lien avec nos règles métiers, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans le concept de pertinence des tests, parce que sans produire des tests avec des bons objectifs, pour avoir des tests qui sont pertinents et pas juste tester tout le temps la même chose, ben, c'est important de bien intégrer quels sont nos objectifs de test. Ici, mes objectifs de test, c'est de veiller à tester les différents cas de mon user story, c'est-à-dire les différentes années de mise en circulation qui vont exister, etc. Par contre, ceci, ce n'est pas suffisant pour de l'exécution, c'est-à-dire inférieur à 10 ans. Quand je vais exécuter mes tests, je vais entrer une vraie date. Entrer une vraie date, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est faire appel à des jeux de données. Là, dans mon exemple, j'ai importé un jeu de données de différents conducteurs qu'on a disponibles dans une base, qui vont avoir des malus, qui vont avoir des bonus, qui vont avoir des années d'expérience de permis. Et ça veut dire que quand, d'un point de vue métier, j'ai parlé de malus ou de bonus, eh bien derrière, j'ai une donnée d'implémentation correspondante pour dire bah, je dois entrer -5, je dois entrer -5, -15, etc. Et ça me permet aussi de réfléchir à ce moment-là à des cas aux limites, à me dire ah oui, mais attention, là on vient juste de développer la fonctionnalité sur le bonus. Est-ce que ça fonctionne bien? Tiens, bah, je vais essayer de trouver des bonus qui dépassent du 50. Je vais essayer de trouver le cas où je mets pile 0. Est-ce que ça passe bien dans le cas 0 ou quoi que ce soit? Et donc, ça permet d'avoir vraiment une réflexion et de rendre plus interactif ce métier de test avec finalement différentes tables qui nous permettent de transcrire nos cas métiers avec de vraies données. Ensuite, donc une fois qu'on a généré des tests, travaillé sur nos jeux de données, eh bien, Yest est capable ensuite d'envoyer ces tests vers un référentiel de test. Donc, pour chaque test, on va pouvoir dire que là, j'ai un test, par exemple, pour faire un devis pour un conducteur expérimenté sur Paris avec du malus. J'ai sélectionné mes jeux de données. Et en fait, je peux générer des combinaisons. C'est-à-dire, automatiquement, Yest va associer à mes différents tests des combinaisons qui sont valides. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une combinaison valide? Eh ben, comme vous avez pu voir dans mon jeu de données, j'avais des cas vraiment hétéroclites, c'est-à-dire soit des personnes avec du malus, soit des personnes avec du bonus. Là, dans mon cas, je veux quelqu'un avec du malus. Donc, dans les cas proposés par Yest, je ne dois avoir que des personnes qui ont du malus. Et c'est bien le cas ici. Et c'est vraiment l'objectif, c'est que l'outil, en fait, il nous aide directement à générer les bonnes combinaisons pour avoir des cas qui sont pertinents avec les cas métiers qu'on cherche à vérifier. Et c'est ce qui est fait ici. Et donc, toutes ces informations, on va pouvoir les retrouver dans Jira et dans X-Ray, hein, mais ça peut être d'autres outils,
c'est ce que je vais tout de suite vous montrer. Hop. Alors, il faut juste que je trouve l'onglet. Ce sont les joies du direct. Hop. En fait, je vais passer depuis Jest. Pour l'ouvrir, en fait, ce sera plus simple. Voilà, parce que là, mon parcours est synchronisé avec Jira, donc je peux directement l'ouvrir dans Jira. Hop, peut-être je le cherche, mais je peux le trouver rapidement. Donc, comme je vous le disais, ce sont des tickets qui sont des Yes Workflow, comme ce seraient des user stories. La différence étant qu'on a un parcours comme celui-ci, qu'on peut créer directement depuis Jira. La différence avec Jest étant qu'on ne peut faire que le parcours à haut niveau et ne pas remplir les tables de décision. Par contre, une fois qu'elles sont créées, on peut les consulter, c'est-à-dire qu'un développeur pourra aller voir les différents cas testés pour aller voir si ces tests U comportent bien les différentes données qui vont bien. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut partager avec toute l'équipe les différents éléments d'un point de vue couverture des tests, d'un point de vue conception, c'est-à-dire par rapport aux user stories qu'on a reliées dans notre parcours, on peut voir si on couvre bien l'ensemble des user stories qu'on cherche à vérifier en fonction des tests qu'on a publiés dans X-Ray, et donc vérifier la couverture directement sur le parcours. Donc là, ici, tout va bien, donc tout est vert. Mais on peut voir un exemple sur l'exécution où là, on aura des éléments qui ne vont pas, parce que là, j'ai fait une exécution de mes tests, et je peux suivre la couverture sur mon parcours et mettre en avant des tests qui ne sont pas bons et dont la couverture n'est pas assurée aussi en termes d'US. Donc on a vraiment une phase complète sur nos activités de test, c'est-à-dire de la phase de planification où finalement on va dans un premier temps partager ses parcours dans Jira, ensuite travailler à la conception, l'implémentation, et ensuite revenir dessus pour la partie suivi de la clôture et exécution des tests. Le tout pour faciliter et donc booster notre processus de test donc, dans sa globalité. Donc voilà, c'était une démo assez rapide. Et donc, on va pouvoir prendre un peu de temps pour répondre à vos questions. Avant les questions, je voulais juste, pendant quelques temps, notre slide de contact. Donc, si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter à hello@smarttesting.com. Et maintenant, je laisse la main à Amélie en tant que grande gérante des questions. Merci Elodie pour ta présentation. On va passer aux questions. Donc, on a une première question de Romain qui dit: est-ce qu'on ne resterait pas toujours au niveau d'un test écrit par un testeur pour un testeur, ce qui accélère et facilite, certes, la partie test, mais quid de la vélocité du reste de l'équipe, entre parenthèses, développeur? Le problème, si on reste que juste au niveau du test pour le testeur, le gros risque qu'on prend, c'est que nos testeurs, comment est-ce qu'ils valident? Parce que le testeur, généralement, dans tous les contextes que j'ai vus, il y a toujours une part de validation. C'est-à-dire, il faut à un moment donné qu'un business analyst, qu'un product owner puisse travailler de manière conjointe avec les testeurs pour valider que le besoin a bien été compris et donc sera bien vérifié. La problématique qu'on peut avoir avec les techniques traditionnelles, c'est qu'un plan de test qui se compose de 40 pages en Excel, ou bref, juste un Excel un peu abrupt, c'est pas forcément le moyen le plus sexy de valider des tests. Alors que le fait de travailler avec un parcours, dans notre expérience, ça facilite grandement ce travail de revue, tout simplement parce qu'on part d'une base, on va dire, plus attrayante et plus compréhensible. Et donc, se baser sur un dessin plutôt que sur une suite de tests pour de la validation, ça facilite vraiment, on va dire, ce travail et s'assurer de cette pertinence des tests. Et c'est vraiment ça qui est important. Donc, même si, de prime abord, effectivement, on pourrait dire d'un point de vue vélocité, ça pourrait dire, on va perdre du temps, mais c'est du temps qu'on va gagner quand, lors de l'exécution, on ne sera pas en train de faire des allers-retours parce qu'on s'est rendu compte trop tard que finalement, personne dans l'équipe n'avait compris réellement ce qu'il y avait à faire. Merci. Nous avons Véronique aussi qui dit: si j'ai bien compris, avec Jest, on définit des scénarios de test de bout en bout qui couvrent plusieurs US. Ce ne sont pas des tests de US. On a vraiment les deux choses.
C'est-à-dire par rapport dans les contextes avec les clients avec qui je travaille dans des contextes agiles, on a vraiment les deux choses. Donc oui, c'est initialement, on est plus tenté de faire du bout en bout parce qu'on se dit, ben, un schéma, Heu, généralement, c'est plus simple d'exprimer du bout en bout avec, hein. On imagine, on se connecte, on fait une action, je sais pas, d'ajouter un article au panier, après on se rend dans notre panier, on le valide, on va passer au paiement. Ça paraîtrait plus logique de se dire: «On va faire un schéma pour ce bout en bout». Mais ça marche aussi pour les tests d'US. Après, tout dépend de leur granularité. Généralement, on peut avoir des US qui vont, avoir plus d'une phrase et donc du moment qu'il va y avoir plusieurs cas, je vais reprendre l'exemple là de ma recherche de véhicule. Mon US de recherche de véhicule va dire: «On a 3 cas à traiter, moins de 10 ans, inférieur à 10 ans et nouveau véhicule». Et ben, ça vaut le coup finalement d'avoir quand même ce schéma pour traiter ce cas précis. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de faire un schéma par US. Par contre, après, libre à nous aussi de générer les tests par boîte. C'est-à-dire, on n'a pas de frein à générer les tests par boîte. Donc ça résout le problème des tests d'US. Là, ça peut paraître un peu abstrait, d'expliquer ça ainsi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on peut avoir soit un schéma pour une US, si mon US est très riche. Si mon US est petite, on peut générer les tests uniquement pour une boîte pour, garder des tests, par US. Voilà. OK. J'ai aussi, est-ce que le MBT avec Yes fait gagner du temps, de la vélocité et si oui, combien selon les feedbacks de vos clients? Alors, selon les feedbacks de nos clients, effectivement, ça bon, c'est pas dans la présentation, on a un gain de 30 sur la conception des tests et 50 sur la maintenance. Ça, c'est vraiment les feedbacks obtenus de nos clients. Donc la conception, évidemment, parce que le fait, d'utiliser un outil pour de la génération de tests, eh ben, ça fait gagner du temps, évidemment. Et sur la phase de mise à jour, ça fait gagner encore plus de temps, tout simplement parce que contrairement au référentiel de test manuel, où vous êtes obligé d'ouvrir un à un vos tests pour les mettre à jour, là, avec Yes, l'avantage que vous avez, c'est que vous trouvez votre parcours, vous mettez à jour l'étape qui est éventuellement utilisée dans plusieurs tests, et l'outil automatiquement vous propose de propager votre changement à tous les tests qui utilisent cette étape. Donc ça veut dire que si la connexion a changé sur 100 scénarios, en un clic, Yes te corrige les 100 scénarios, vous n'avez plus qu'à les republier, pour les mettre à jour et c'est fini. Alors que dans Extrait, ben, vous êtes parti pour ouvrir, les 100 onglets et aller le corriger un à un. Donc voilà. Très bien, merci. Alors, il y a Régis qui dit: «Serait-il possible que Yes prenne en compte le statut des sysrec associés au parcours et fasse une action, entre parenthèses, suppression de l'étape ou marquage particulier sur les étapes dont le sysrec n'est pas délivré?» Alors j'ai pas compris le terme de sysrec. Ouais, Alors je ne sais pas ce que c'est non plus. Sys, RE en majuscule et Q en minuscule. Ah, sysrec exigence. d'accord. Donc est-ce que tu peux me répéter la question? Excuse-moi. Ouais. Donc, serait-il possible que Yes prenne en compte le statut des exigences associées au parcours et fasse une action, entre parenthèses, suppression de l'étape ou marquage particulier sur les étapes dont les exigences n'est pas délivrée? D'accord, merci Amélie. Effectivement, ça fait partie de nos pistes de réflexion. C'est-à-dire aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que cette, phase de validation et de suivi d'évolution des US, que ça soit autant le suivi des US en termes de statut, donc est-ce que les US, elles sont, en to do? Est-ce qu'elles sont en in refine? Est-ce qu'elles sont parce que bref, vous avez chacun vos workflows, personnalisés, hein. On se rend compte que c'est un enjeu assez important. Donc, aujourd'hui, dans l'IA, ça peut être fait de manière, manuelle, hein, c'est-à-dire, il faut manuellement regarder quel US j'ai associé à telle boîte et par exemple faire un changement de couleur sur la boîte. Donc c'est très, très manuel, mais on tend à aller vers des mécanismes plus automatiques effectivement pour gérer ces statuts. Donc, oui, ça fait partie de nos lignes directrices, de nos perspectives. On a aussi, est-ce qu'on peut se baser sur le diagramme cas d'utilisation pour faire du MBT? Alors oui, de toute façon, les diagrammes cas d'utilisation, hein, ça fait partie, des différents types de modèles qui existent. Donc, si vous êtes habitué à travailler avec des diagrammes de type cas d'utilisation, vous pouvez tout à fait les transcrire, sous une forme, comme le propose Yest, hein.
De toute façon, c'est comme si aujourd'hui vous faites du BPMN, hein, qui offre tout un ensemble de fonctionnalités, sauf si vous utilisez vraiment des artefacts particuliers du BPMN, ben, normalement, il n'y a pas de frein à ce que vous utilisez Jest, sauf, comme je vous disais, usage d'artefacts assez particuliers. Nous avons aussi Véronique qui demande le temps d'apprentissage moyen à Jest. Alors, c'est un temps d'apprentissage qui est assez rapide quand on propose des formations donc de prise en main. Quand je dis quand on propose des formations, hein, c'est-à-dire soit on fait un atelier avec vous pour monter en compétences, soit vous êtes autonome directement sur la plateforme en ligne, on compte une demi-journée. C'est-à-dire en une demi-journée, vous êtes capable de voir toutes les fonctionnalités de base de Jest. Après, c'est comme toute chose, c'est en pratiquant finalement qu'on prend des automatismes et qu'on maîtrise le mieux l'outil. On n'est pas sur une courbe de progression en plusieurs mois. On est vraiment sur plutôt en plusieurs semaines. Et après avoir manipulé différents cas, avoir fait quelques modèles, eh bien, on devient autonome avec l'outil. Merci. On a Ousmane qui demande pour un projet qui évolue sous la méthodologie Agile Scrum, est-ce que Yes prend en compte l'aspect itératif ou un cas de test de sprint N+1 pourrait être la suite d'un autre cas de test appartenant au sprint N? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, dans Jest, on a différentes manières de publier les scénarios et de produire les tests. Donc, si vous avez déjà une organisation qui existe dans X-Ray ou autre, vous avez pour habitude, voilà, de dire on va prendre un socle de test et on va le faire évoluer ou on va l'enrichir. Il n'y a aucun frein dans Jest ensuite à reproduire cette organisation pour pouvoir mettre à jour les tests ou alors en créer de nouveaux. Ça, il n'y a pas de frein. Il y a Magali également qui demande, pouvez-vous revenir à la génération d'un test? Pouvez-vous décrire un peu en détail des étapes de la génération d'un test? Alors, oui, je peux. Alors ici, on est sur un test pour un conducteur expérimenté à Paris avec du malus tout risque. Comment fonctionne Niest? Donc, le point de début, il n'y a rien dedans. Il arrive dans saisir les caractéristiques du véhicule. Donc là, il n'a pas le choix. Donc, première step, ce sera pour tous mes tests, saisir les caractéristiques du véhicule. D'ailleurs, on peut le voir, hein, si je fais voir les utilisations de l'étape, je vois que l'étape saisir les caractéristiques du véhicule existe dans les 6 tests qui sont ici. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Je louche. Donc là, voilà, c'est la première étape. Ensuite, Jest, il arrive ici, rechercher un véhicule. Donc là, il a décidé, donc pareil, j'ai pas de contrainte particulière, donc lui, il doit choisir une ligne. Donc là, il s'est dit, je vais choisir la ligne nouveau véhicule. Donc là, il part avec la ligne nouveau véhicule, et ainsi de suite, il va parcourir. Ensuite, il va arriver ici. Donc là, il va choisir de faire le cas où le véhicule est trouvé, donc il va continuer tout droit. Et ainsi de suite, il va parcourir chaque étape du parcours pour à chaque fois couvrir une ligne tant qu'il n'y a pas des contraintes qui l'empêchent de le faire. Là, par exemple, on va lui dire, je veux que mon conducteur ait plus de 3 ans de permis et soit à Paris. Et donc, il choisit cette ligne et il continue. Et je dis ici tant qu'il n'y a pas de contrainte, parce que là, on est dans un exemple où il n'y a pas de contrainte particulière. Par contre, si là, demain, après renseigner les données du conducteur, je pouvais très bien intégrer un point de choix. Je dirais, bah, si par exemple, mon conducteur, il est de Paris, je vais afficher une pop-up, attention, vous êtes en région parisienne, votre assurance va vous coûter très cher, je pourrais. C'est-à-dire, on prendrait un chemin particulier et on pourrait lui dire, va par là. Là, dans mon exemple, c'est juste que il est libre à chaque étape de choisir une ligne et de la couvrir. Et donc, il va faire ça jusqu'à ce qu'il ait couvert au moins une fois chaque ligne. Donc, il a fait un premier cas où il a généré en essayant de couvrir une ligne dans toutes les boîtes et après, il enchaîne. Donc, dans le premier cas de test, il avait couvert par exemple le tout risque. Donc là, dans le deuxième, il a pris la même première step parce qu'il n'a pas le choix. Pour le deuxième test, là, il a pris inférieur à 10 ans pour que ce soit différent. Après, j'ai pas vérifié toutes les étapes, mais par exemple, pour sélectionner l'assurance au tiers, je sais qu'avant, il avait fait tout risque. Bah là, il s'est dit, je vais couvrir un autre cas, donc je vais prendre au tiers. Et ainsi de suite pour vraiment optimiser la production des tests en fonction des différentes bulles qu'on a dans notre parcours. J'espère que c'est plus clair. De toute façon, n'hésitez pas à nous demander une démo via notre formulaire de contact sur le site web, si vous voulez plus de détails, avoir une démo personnalisée en fonction de vos contextes. Ça ne vous engage à rien.
exactement. Hop, je mets d'ailleurs le formulaire de contact dans la partie chat, si jamais. Une dernière question, sauf s'il y en a d'autres d'ici là. Tania qui demande, est-ce que l'outil propose la possibilité de facilement combiner plusieurs scénarios tout en sauvegardant les CT associés? Alors oui, je vois de ce quoi vous parlez. Je pense que vous parlez sans doute vous devez travailler dans des contextes où vous utilisez des cas de test appelés. Étant donné qu'on est sur de la génération automatique de tests, on a moins de mécanismes autour de la création manuelle de tests. C'est-à-dire le fait de dire on va partir d'un parcours et après assembler différents tests ensemble. Euh, En fait, on le fait à travers les parcours. C'est vraiment, si vous voulez faire de l'assemblage de cas de tests comme vous le décrivez, c'est de dire bah, je vais faire un premier bloc, un premier parcours où j'appelle un premier bloc, un deuxième parcours où j'appelle un premier bloc. Et derrière ce bloc, en fait, se cache un parcours qui lui-même génère des tests. Et en fait, c'est vraiment un assemblage qui peut être possible, mais c'est ce que j'expliquais au début, c'est-à-dire c'est une gymnastique qui est différente. Là, par rapport à votre question, je pense que vous parlez un petit peu du contexte de réutiliser les mêmes patterns, de faire des copier-coller, etc. Mais c'est là que le MBT est différent. C'est-à-dire, on pense plus en termes de parcours et de blocs qui vont s'enchaîner, plutôt que de dire quel cas de test je vais rassembler. Bon, en tout cas, d'après moi, il n'y a pas de frein. Et ce que vous décrivez, on peut le transcrire en modèle best testing. Ok, et on a Jean-Jacques qui dit quel est votre roadmap pour récupérer un patrimoine existant de tests décrits dans un outil de test management, ceci dans le but d'en faire de la réingénierie dans Yest. Alors, là-dessus, on sera sans doute sur la roadmap 2024, c'est-à-dire d'ici le... Donc, il faut savoir aujourd'hui que dans Yes, il est possible, hein, de reprendre des patrimoines de tests existants, c'est-à-dire on peut prendre des tests qui existent dans des outils et les injecter dans Yes pour ensuite soit directement les publier dans un référentiel de tests existants, soit manuellement les retranscrire en parcours, etc. et les manipuler dans Yes. Et donc aujourd'hui, ça se fait de manière assez manuelle. Et tout ce qui est, par rapport aux questions que posait Jean-Jacques, d'automatiser un peu ce processus, ça sera donc sans doute 2024. Ok, encore une. Combien de temps est nécessaire pour mettre en place l'outil et l'organisation entre les différents profils et acteurs avec Yes quand il s'agit d'un contexte métier assez riche comme l'assurance par exemple? Après, tout dépend des personnes. Ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la montée en compétence, elle se fait assez rapidement. Euh, donc, on parle d'une demi-journée de formation et après quelques semaines de pratique. Et quand je dis quelques semaines, hein, c'est pas full time, hein, c'est tiens, je vais faire un peu de modélisation de 3 jours, plus de 3 jours la semaine d'après. Et c'est au bout de quelques semaines, voilà, qu'on va devenir de plus en plus autonome. Il n'y a pas de date concrètement. Après, pour vous parler un peu d'expérience par rapport à des POC qu'on a vues, généralement, quand on fait des POC sur 3 mois, on voit que les personnes, une fois qu'elles ont fait leur POC de 3 mois, euh, elles maîtrisent les concepts, ont fait plusieurs parcours et sont prêtes, entre guillemets, à continuer à utiliser l'outil et l'implémenter dans d'autres projets. Donc, ça peut vous donner un peu une idée de temps, donc quelques mois, mais tout dépend évidemment de votre organisation, de votre cible, et c'est jamais du full time quand je parle de moi. C'est vraiment de manière un peu ponctuelle. Et là, pareil, hein, vu Très que bien, c'est vraiment propre à chaque contexte, pareil, contactez-nous et on pourra en discuter. c'est ça, le lien est toujours dans le chat. Euh, peut-on utiliser Yes for Jira sans avoir Yest? Tout à fait, oui, effectivement. C'est-à-dire, Jest, donc c'est une application de bureau, mais Yes for Jira, c'est une application que vous pouvez installer gratuitement donc, dans un Jira et vous pouvez faire des parcours. Le seul point, c'est que vous ne pourrez pas après remplir les tables, etc. Mais c'est juste, entre guillemets, pour découvrir et faire des schémas et voir un petit peu justement comment on peut prendre en main les métiers et l'outil. Ça peut être un bon point de départ, sans forcément installer Jest. J'ai Magali qui demande les tests générés sont dans quel langage et peut-on choisir quel langage? Quel langage? Tous les langages, on va dire par défaut, on a déjà un ensemble de
Parce que langage, donc, si on parle d'outils de test manuels, on a déjà un ensemble d'outils de test manuels comme X-Ray, HPLM, Squash, etc. Et si on parle de langage en termes de code, pareil, on a toutes les possibilités, parce que finalement, on a les grands outils qui peuvent exister sur le marché en ce moment, comme Ranorex, Cypress, Robot Framework, Java Selenium, Python, et j'en oublie d'autres. Et on peut aussi, si demain on a des publishers particuliers pour publier en TypeScript, en JavaScript ou Cucumber, bref, on a vraiment un panel de publications extrêmement large et qui est en constante évolution. Très bien. On va faire une dernière question. Comment gère-t-on les mises à jour des tests? Eh bien oui, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure en fait, c'est-à-dire, admettons, vous avez fait un parcours, vous avez généré vos thèses, vous les avez publiées vers X-Ray ou tout autre outil. Eh bien, si vous avez des mises à jour à faire, vous ouvrez votre parcours correspondant où vous voulez faire vos changements, vous faites vos changements. Là, automatiquement, Yest vous dit, je peux propager les changements au scénario de test. Vous dites oui. Dans Yest, vous lui dites, mettez-moi à jour mes tests dans X-Ray ou dans l'autre outil. Et donc, ça se fait de manière très simple. Et après, par rapport aussi, pour revenir à la question de tout à l'heure, soit les mettre à jour, soit en créer de nouveaux. On a vraiment on gère comme, entre guillemets, on le gérerait manuellement, mais avec des accélérateurs, la mise à jour et la création des tests. Très bien, Voilà. merci Elodie. Plus d'autres questions, ça y est. Eh ben, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Comme je disais au début du webinaire, peut-être que les personnes qui sont arrivées après, vous aurez, en quittant le webinaire, un lien vers un petit questionnaire de 2 questions seulement. Ça va nous aider à nous améliorer aussi. Voilà, que ce soit en termes de contenu que vous souhaiteriez avoir dans les prochains webinaires, que ce soit en termes aussi de date, d'horaire qui vous arrange le plus. Voilà, mais dites-nous tout et on sera ravis de vous lire. Et merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir.